Management et directeur du Centre d'ontologie sociale, qui va nous parler de l'utilisation de Deep Machine Learning dans les organisations sociales. Et il pose la question de l'intelligence artificielle à l'irresponsabilité artificielle. Avant de lui laisser la parole, je vais vous parler du prochain Midi Minatech. La semaine prochaine, nous allons accueillir Thomas Burger, qui est chargé de recherche CNRS à l'IRIG et qui discutera de la perception que l'on peut avoir des statistiques, et notamment comme moyen pour valider les découvertes scientifiques. Donc, le titre de sa présentation, que je vous invite à suivre la semaine prochaine, est « Les 3 visages du mensonge en statistique, le battleur, le chasseur-cueilleur et le chercheur ». Sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation d'Ismaël Alamoudi, et je vais donc lui laisser la parole et remettre mon masque, car je précise que personne n'est dans l'amphithéâtre, et c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé mon masque et je vais le remettre après. Merci, à tout à l'heure pour les questions. Oui, bonjour, merci beaucoup et merci à toute l'équipe de Minatech ainsi que la chaire digitale en fait qui a supporté les recherches que je vais vous présenter. Merci surtout au Centre d'ontologie sociale, à ses membres, parce que les recherches que je vais vous présenter aujourd'hui sont fondées sur le travail d'une partie de ses membres. En gros, il s'agit d'un projet un petit peu large de théorie sociale où on s'interroge sur les sociétés post-humaines. Alors, les sociétés post-humaines, ça recouvre tout un tas de processus, de mécanismes par lesquels, en fait, l'être humain est augmenté. Alors, il y a les augmentations humaines, mais il y a aussi la question de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de problèmes, nouveaux problèmes sociaux, organisationnels, en fait, qui ont émergé du fait de l'intelligence artificielle, de son développement dans les entreprises. Et même encore plus particulièrement, ce dont j'aimerais parler, c'est la question de la responsabilité. Et de la question, en fait, peut-être, avec un point d'interrogation, est-ce qu'on n'est pas en train de produire de l'irresponsabilité en amenant, en fait, en diffusant, en acceptant, en prenant pour acquis, en ne critiquant pas, des systèmes de classification qui sont fondés sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la question, en fait, qui va nous guider pendant ce Midi Minatech. Alors, un petit récapitulatif. Donc, je pars du principe que toutes les personnes, ou que la plupart des personnes qui s'intéressent à ces Midi Minatech ont une petite idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression Deep Machine Learning. En gros, en très bref, il s'agit d'un système par lequel il y a de nombreux exemples, de nombreuses catégorisations qui sont soumises à l'ordinateur. Au début, l'ordinateur opère ses classifications un peu au hasard, mais au fur et à mesure, la machine apprend. On enseigne, alors typiquement c'est un opérateur humain qui va ensuite classifier est-ce que la machine a fait une bonne catégorisation ou est-ce qu'elle a fait une mauvaise catégorisation. Et si elle a fait une bonne catégorisation, on renforce les circuits par lesquels elle est arrivée à cette catégorisation. Et si elle a fait une mauvaise catégorisation, on affaiblit les circuits par lesquels elle est arrivée à cette mauvaise catégorisation. Donc ça, c'est en très gros, c'est ce qu'on a besoin de savoir sur le Deep Machine Learning pour suivre l'argument aujourd'hui. Alors l'argument aujourd'hui, la question de recherche, c'est comment est-ce que l'essor de ce Deep Machine Learning, du DML, comment est-ce que ça pourrait affecter notre capacité à prendre des décisions collectives? Est-ce que ça fait émerger, est-ce que ça crée un terrain qui est propice à l'émergence de nouvelles formes de justification? Et également, de manière peut-être plus insidieuse, est-ce que ça ne crée pas des nouvelles formes d'irresponsabilité? Ce qu'on pourrait appeler, si on veut, de l'irresponsabilité artificielle. Alors, ceux qui s'intéressent à la sociologie vont reconnaître, en fait, un cadre théorique qui a gagné en popularité en France au cours des 20 dernières années. Et donc, c'est la sociologie des conventions de Boltanski et Thévenot, sur laquelle j'ai également eu l'occasion de travailler avec mon collègue John Latsis assez récemment. Et à l'origine, les réflexions que je vais vous présenter ont été développées sur un secteur particulier. Ça a été développé autour du secteur de la santé. Donc, si vous vous référez aux livres qui ont été publiés chez Routledge par le Centre d'ontologie sociale, donc c'est dans le 2e volume, dans Post-Human Institutions and Organizations, que vous allez trouver le chapitre entier qui développe sur une 30aine ou une 40aine de pages les arguments que je vais vous exposer.
Et dans cet article-là, on est un peu plus spécifique. On parle du secteur de la santé. Aujourd'hui, je voudrais développer ces arguments pour tout un ensemble de secteurs industriels. Pour ce faire, alors nous, John Latsis et moi-même, on connaissait assez bien la sociologie. C'est notre boulot. On fait ça depuis 20 ans. En revanche, on a dû apprendre, et j'ai dû apprendre tout seul. Je me suis entraîné à faire en fait des programmes de deep machine learning. Alors des programmes assez simples parce que je n'ai pas un doctorat en informatique, mais malgré tout, c'était très important pour moi de comprendre étape par étape ce qui se passait, notamment parce que je refuse de colporter des mythes. Et le danger, en fait, quand on est sociologue, quand on est philosophe et qu'on s'intéresse à la technologie, c'est aussi d'être fasciné par cette technologie, c'est aussi de lui faire dire ou de prétendre qu'elle peut faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Et notamment, une des choses, en fait, qui me sont parues vraiment évidentes en apprenant à faire de simples programmes de DML, c'est à quel point, en fait, ça fonctionne sous forme de boîte noire. Alors, une boîte noire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est concrètement un système dans lequel on voit l'input, on voit l'output, mais c'est impossible de retracer comment on est passé de l'input à l'output. Et alors, un des problèmes du deep machine learning, c'est que ça opère comme des boîtes noires. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Vous pourriez dire, bah oui, bah après tout, la boîte noire, tant qu'elle est efficace, tant mieux, on continue d'avancer avec, soyons un peu pragmatiques. Mais le problème, vous voyez, c'est que la discussion morale, la discussion politique, suppose un esprit critique, suppose une capacité à écouter, interpréter les arguments et les principes qui sont derrière une décision et éventuellement à les critiquer, éventuellement à les discuter. Et justement, un des problèmes qu'amène le deep machine learning, c'est que les principes de justification qui sont derrière le choix de telle ou telle catégorie, en fait, ne sont pas expliqués et ne sont pas, aujourd'hui en 2021, ne sont pas explicables en langage humain, sauf pour des cas très triviaux. Donc, en gros, l'argument que je défends aujourd'hui, l'idée que je voudrais vous suggérer, que je voudrais vous soumettre, c'est qu'il y a peut-être de nouveaux régimes de justification qu'on est en train de voir naître avec la diffusion du deep machine learning. Avant la diffusion de l'intelligence artificielle, il y en avait notamment, alors un système de justification et de classification qui s'est développé, c'est le système bureaucratique. Donc ça, Max Weber, ça fait depuis un siècle, un peu plus, qu'il nous parle justement de la cage de fer de la rationalité, du fait qu'il y a de plus en plus de décisions dans notre société qui sont prises sans colère et sans passion, mais sous une forme bureaucratique, avec des classifications et des décisions qui vont suivre un ensemble de règles. Donc ce n'est plus l'agent qui fait la classification, qui choisit en fonction de ses intuitions morales. L'agent qui fait la classification va suivre certaines règles pour dire on va faire ceci ou on va faire cela. Malgré tout, et ça c'est très important et c'est peut-être ça qui fait la différence entre les systèmes bureaucratiques tels qu'on les a connus jusqu'à aujourd'hui et des systèmes bureaucratiques qui seraient nourris par le deep machine learning, la grande différence c'est que dans une bureaucratie qui est opérée uniquement par des êtres humains, on peut réouvrir la boîte noire. On peut remettre en question, tiens, telle décision, pourquoi est-ce qu'elle a été suivie? Ah, c'est en conformité avec telle règle, avec la règle X de 21. Ah, mais oui, mais cette règle X21, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'on peut la soumettre au débat public? Et ça devient très difficile, voire impossible, à partir du moment où on introduit du deep machine learning dans une organisation. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que le deep machine learning, ça perturbe les régimes de justification existants et ça crée éventuellement de nouvelles formes d'irresponsabilité. Donc là, dans le reste de ma présentation, je vais vous présenter 3 régimes de justification. Le premier est un régime où je vais suggérer en fait qu'il existe déjà et qu'on est en plein dedans. Le second, c'est un régime en fait qui a des très bonnes chances de naître et qui commence déjà à naître. Le troisième, c'est un régime qui, je l'espère, sera de plus en plus contesté, mais je l'espère aussi, sans avoir aucune certitude, car c'est un régime, ce troisième régime dont je vais vous parler dans un instant, pour lequel malheureusement les conditions de réalisation sont réunies aujourd'hui. Alors commençons par le premier régime de classification. Premier régime de justification, c'est lorsque la classification du deep machine learning est traitée comme une simple heuristique. En gros, il n'y a pas d'obligation. L'ordinateur propose une solution que les agents humains peuvent ignorer sans avoir à se justifier. En gros, l'ordinateur vous dit, imaginez, vous êtes sur Amazon et qui vous dit, ah bah tiens, vous allez sans doute aimer tel livre.
ah bah oui, tiens, bah je vais l'acheter, ou alors non, je vais pas l'acheter, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Donc le statut, je pense, c'est déjà né. On a tous reçu des propositions de bouquins par Amazon et on a tous décidé souverainement, sans avoir à se justifier, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas. D'autres exemples qui sont en train de se développer, il y a les logiciels d'assistance au diagnostic médical. Aujourd'hui, les médecins, de plus en plus souvent, notamment aux États-Unis où ça s'est particulièrement développé, ont des programmes qui vont faire des suggestions. Mais le médecin peut tout à fait librement décider d'ignorer le conseil de l'ordinateur. Donc ce type de pouvoir, quel type de pouvoir il y a derrière ça? C'est un type de pouvoir qu'on pourrait appeler du nudging, en suivant Thaler et Sunstein. Le nudging, to nudge en anglais, c'est donner un petit coup de coude. C'est une forme de persuasion, mais qui est très douce. C'est plus même influencer. Il s'agit plus de séduire, d'influencer, d'évoquer, plutôt que d'obliger et de forcer. Les mécanismes catalyseurs derrière la mise en place de ce système de justification, où finalement on reçoit plein d'heuristiques, l'ordinateur fait des tas de petites suggestions. Le premier mécanisme catalyseur, c'est les économies d'échelle. Il ne faut pas oublier que la raison principale pour laquelle les entreprises font appel au deep machine learning, c'est pas pour avoir des résultats qui soient meilleurs que lorsqu'un opérateur humain a pris le temps de faire la classification, c'est pour avoir des résultats qui soient plus rapides et plus économiques par unité. Le deuxième, c'est la vitesse. Ça permet d'aller effectivement beaucoup plus rapidement que lorsqu'il y a un être humain. Ensuite, il y a la mise en place de routines qui, en s'agglomérant, donc les sociologues des institutions, de sociologie institutionnelle, connaissent très bien ce genre de spirale, où il y a de plus en plus de routines qui s'agglomèrent. Et il y a aussi les asymétries de pouvoir. Le fait qu'on est dans une société où différents acteurs ont des pouvoirs différents. Et notamment, les grandes entreprises, qu'il s'agisse des GAFA ou qu'il s'agisse des grandes entreprises clientes de ces GAFA, ont effectivement un pouvoir en termes d'investissement financier, mais aussi en termes de capacité à contribuer à la discussion publique, qui est démesurément grand par rapport au pouvoir du citoyen lambda, de vous et moi. Donc, les régimes de justification dans l'ensemble, dans ce premier régime, finalement, le régime de justification ne change pas fondamentalement. Mais la grande différence, c'est le nudging. Maintenant, passons au deuxième régime de justification qui commence à apparaître. Là, il s'agit d'un régime de justification qui commence à se mettre tout doucement en place, notamment à travers le fait que les intelligences artificielles sont de plus en plus souvent utilisées pour juger de la valeur de produits, pour juger de classements et pour effectuer des classements. Alors aujourd'hui, on fait appel, par exemple, au classement des grandes écoles, au classement des universités. Il y a même des chercheurs qui parlent de la tyrannie de ces classements. Aujourd'hui, ces classements sont opérés de manière bureaucratique, avec des règles qui sont explicites, qui sont censées être objectives, qui sont censées être les mêmes pour tout le monde. Mais au moins, on connaît ces règles et on peut les discuter. On n'est pas encore dans une situation où ces classements sont effectués et validés par des intelligences artificielles. Moi, je voudrais suggérer qu'aujourd'hui, on a toutes les données techniques, on a tous les éléments techniques pour commencer à incorporer, peut-être dans un premier temps, ce ne sera pas entièrement fait par un ordinateur, mais pour commencer à incorporer des inputs venant d'intelligence artificielle. On pourrait très bien imaginer, par exemple, inputer les CV des anciens élèves de Grenoble École de Management ou d'HEC ou de l'EM Lyon ou de Polytechnique et de l'université, et ensuite les comparer, et ensuite laisser l'ordinateur, en fait, lui-même, en fonction des parcours suivis par les anciens élèves, décider quelles sont les institutions les meilleures pour une carrière. Ça, on a toutes les briques techniques pour ça. Pareil en ce qui concerne les listes de médicaments. Les médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale ou non. Donc il y a de très gros enjeux derrière, scientifiques, économiques, financiers. On peut aussi très bien imaginer, et on a des indices qui montrent que il y a des projets autour de ça, qui consisterait effectivement à confier à une intelligence artificielle le soin de dire tel médicament mérite d'être remboursé par la Sécu, tel médicament ne mérite pas d'être remboursé par la sécurité sociale. Alors, c'est quoi comme type de pouvoir là? Là, le type de pouvoir, je voudrais suggérer que c'est l'autorité. L'autorité au sens précis dans lequel Hannah Arendt l'utilise lorsqu'elle parle de Mommsen. Et elle dit, l'autorité, c'est très intéressant, c'est une forme de pouvoir où c'est moins qu'un ordre, less than command, but more than advice. Moins qu'un ordre, mais plus qu'un simple conseil. Et ensuite, elle continue, elle dit, an advice that you cannot safely ignore. Un conseil, en fait, qu'on ne peut pas ignorer en toute sécurité. Un conseil pour lequel vous avez le droit
de ne pas le suivre, mais vous devrez rendre des comptes s'il y a eu un problème. Alors parfois, les gens me disent, attends Ismaël, tout ça c'est bien beau, mais à quel moment est-ce que ce régime viendra à remplacer le précédent? Alors pour ça, j'ai une réponse. Je ne peux pas vous donner une date en termes de 2025 ou 2026, mais à mon avis, le jour où un médecin qui opérait dans le premier régime, dans ce régime où il s'agit d'une simple heuristique, le jour où un médecin va contre l'avis de la machine, le jour où ce médecin-là ensuite est critiqué pour être allé contre l'avis de sa machine, eh bien ce jour-là, tous les autres médecins se diront « je n'ai peut-être pas le droit d'aller contre l'avis de la machine ». Le jour où un médecin aura un procès pour être allé contre l'avis de l'ordinateur, et le jour où ce médecin perdra ce procès, alors moi je vous parie que c'est le jour où on verra un basculement vers effectivement un régime où la classification opérée par la machine commence à être perçue comme étant une valeur en soi. On pourrait imaginer aussi que chez Carrefour des médicaments certifiés par l'intelligence artificielle de Google, 5 étoiles, certifiés par l'intelligence artificielle de Microsoft, 5 étoiles. Dans ce type de régime, j'ai envie de dire que là, il s'agirait effectivement d'un nouveau régime. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir de nouvelles entités auxquelles on se réfère pour justifier les décisions. On va prendre une décision très simple. Vous avez le choix entre 2 yaourts. Il y en a un qui est recommandé 5 étoiles par l'intelligence artificielle Google et par l'IA de Microsoft. Il y en a un autre qui est recommandé juste 2 étoiles par l'une et 3 étoiles par l'autre. À prix égal, ce sera assez facile de justifier à votre conjointe, à votre conjoint, de dire « Ah bah tiens, on va plutôt prendre celui qui a 5 étoiles ». Et ce sera assez difficile pour le conjoint de dire pourquoi. Ou alors il faudrait vraiment venir avec d'autres arguments, je déteste le goût, etc. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on voit là apparaître la naissance, on voit poindre la naissance d'un nouveau régime de justification dans lequel on fait appel, dans lequel on fait référence à tout un ordre d'entités qui n'existaient pas, qui n'avaient pas de place dans la discussion publique il y a quelques années. Là, on parlera bientôt de listes, on parlera bientôt des programmes d'intelligence artificielle, on parlera énormément des banques d'exemples qui ont été utilisées pour nourrir l'intelligence artificielle. En disant, bah oui, mais là, regardez, si vous n'avez mis que des exemples, par exemple, fondés sur des patients qui sont des hommes blancs vivant en Occident, eh bien, peut-être que vous êtes en train de rater une partie des êtres humains qui peuvent manger cet alicament. Ce sont des questions qui déjà commencent à se poser et qu'on voit s'intensifier dans la discussion publique. Donc, pour récapituler, deuxième régime de justification, la classification du Deep Machine Learning est considérée comme étant une valeur en soi. Le troisième régime de justification est un régime qui me fait du souci. C'est un régime pour lequel, pour répéter, je pense que nous avons toutes les conditions de possibilité qui sont réunies. Et il s'agirait du régime dans lequel la classification de l'intelligence artificielle est jugée tellement supérieure à la classification humaine qu'elle devient impossible à critiquer. Ce serait un régime de justification dans lequel les êtres humains peuvent continuer de discuter, dans lequel ils peuvent continuer de prendre des décisions ensemble, mais l'input de la machine, la classification opérée par le système DML est souverain. Elle est prise pour acquis, elle ne peut pas être remise en question par des arguments rationnels. Le mécanisme générateur, je pense, ce serait le précédent juridique. Un peu comme j'expliquais l'histoire du médecin qui irait dans un premier temps contre une classification. Donc, dans un premier temps, c'est juste du nudging, pas de souci, régime numéro 1. Régime numéro 2, ah bah là déjà, il y a tel médicament dont la valeur a été reconnue par l'intelligence artificielle, ça devient plus difficile d'ignorer ce médicament. Régime numéro 3, si l'intelligence artificielle dit qu'il faut opérer, alors ça devient extrêmement difficile pour le médecin de dire, bah non, je connais ce patient, je sais que ce n'est pas ce que le patient veut, ce n'est pas ce que moi, en tant qu'artiste de la médecine, ce que je sens. Ça deviendrait très difficile pour un médecin d'avoir ce genre d'argument. Pour un médecin, mais aussi pour un ingénieur dans un bureau d'études, et surtout pour un cadre dans une entreprise. Donc le mécanisme générateur, ici, c'est le précédent juridique dans l'IA. Des exemples, alors il y a les évaluations de citoyens en Chine, il y a les codes de crédit au Royaume-Uni, il y a les logiciels de diagnostic médical. Il y aura aussi, on peut imaginer, ça commence à se développer, des décisions de ressources humaines, des décisions RH. Est-ce qu'on recrute tel candidat ou est-ce qu'on recrute tel autre?
Est-ce qu'on donne une promotion à tel candidat ou est-ce qu'on donne une promotion à tel autre? À partir du moment où on commence à accorder une infaillibilité, ou à partir du moment où on commence à accorder plus de crédit à la décision de la machine, alors cela a un effet d'exclusion par rapport à la décision et par rapport surtout à la discussion humaine qui m'intéresse. Le type de pouvoir qui est associé à ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le pouvoir souverain. Donc là, avec Agamben, par exemple, on est dans le territoire de ce pouvoir souverain. Le régime de justification de ce troisième régime qu'on peut commencer à voir poindre, qui n'est pas encore mis en place, que je souhaiterais pouvoir combattre, que je souhaiterais encourager chacun d'entre vous à critiquer et à inclure dans ses réflexions. C'est un régime, en gros, dans lequel, il y aurait des éléments des régimes existants. Ça ne va pas être une révolution radicale, évidemment. Mais il y aurait aussi des éléments du régime centré sur l'intelligence artificielle, le régime numéro 2, notamment la valorisation des classements validés par l'IA. Et enfin, ce qui serait distinctif de ce régime numéro 3, c'est que les classifications opérées par l'intelligence artificielle sont considérées comme étant des données non négociables. Donc voilà un peu les 3 régimes de justification qu'on peut commencer à voir poindre en tant que sociologue qui nous intéressons à l'intelligence artificielle. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a des références bibliographiques que je ne vais pas vous lire pour pas vous ennuyer, mais que vous pouvez retrouver sur le site de Minatech. Et en attendant, je suis vraiment curieux d'écouter les questions que vous aurez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Ismaël pour cette présentation et cet éclairage. Très, très intéressant. C'est bien la première fois qu'on finit un petit peu avant et qui va nous permettre de pouvoir discuter et prendre des questions en ligne. J'ai oublié de dire tout à l'heure, bien entendu, cette présentation ainsi que les précédentes peuvent être visualisées ou revues sur notre site des Midi Minatech et notamment sur notre chaîne de streaming. Donc n'hésitez pas à regarder les présentations des orateurs et des oratrices des sessions précédentes. Mais là, sans plus attendre, restons dans le direct et discutons, posons des questions à Ismaël. Voilà. Alors, la première question, on laisse le temps de réagir. Alors, bravo. Que pensez-vous d'Éric Sadin? Alors, perso, je ne sais pas qui c'est. Donc, déjà, qui est Éric Sadin? Je suis désolé de répondre à une question par une question. Qui est monsieur Éric Sadin? Micro, il faut. Ismaël, oui. Désolé de répondre à une question par une autre question, mais qui est Éric Sadin? Je suis désolé, je ne connais pas. Demandons à notre intelligence artificielle Google. Tapez, s'il vous plaît, Éric Sadin. Alors, vite regarder sur Amazon. Oui, on va peut-être reprendre la question après. Je pense que j'ai vu, là, c'est François Bertin qui va peut-être la repréciser. On en prend la prochaine. Donc, je ne comprends pas la notion de boîte noire. Pourquoi ne peut-on pas avoir ce qu'il y a dans l'algorithme de l'ordinateur? Pourquoi, lors d'un procès, on ne pourrait pas déterminer si c'est l'ordinateur qui s'est trompé ou si c'est le médecin qui s'est trompé? Alors, ça, c'est 2 excellentes questions. Il y a 2 très bonnes questions. La première, c'est pourquoi est-ce que ça opère comme une boîte noire? Et ensuite, il y a la deuxième question qui consiste à dire, tiens, après tout, un procès, à la fin, on sait qui a tué qui, et donc on sait qui s'est trompé et qui a eu raison. Par rapport à la première question, le problème, la raison pour laquelle c'est une boîte noire, c'est parce que c'est un algorithme qui s'auto-transforme. C'est pas comme si, en fait, on avait des pondérations qui étaient préétablies en avance et qui allaient être ensuite appliquées tout du long. Justement, le génie, si vous voulez, du deep machine learning, c'est qu'il s'agit en fait d'un algorithme qui s'auto-transforme au sens où les pondérations qui vont être associées à chacun des éléments de l'input pour en dégager l'output vont varier. Elles vont varier au fil du temps, elles vont varier au fur et à mesure que la machine apprend. C'est pour ça en fait qu'on parle bien de learning et qu'on ne parle pas juste de deep machine programming. En ce qui concerne la deuxième question, oui, effectivement, si on savait en avance qui a tué qui, on n'aurait pas besoin de faire le procès. Si on savait en avance ce qu'il faut exactement, quelle est la maladie du patient et ce qu'il faut en fait pour le guérir, le patient n'aurait pas besoin de faire une consultation. Le problème, c'est que justement là, il s'agit de situations où il y a de l'incertitude. Il s'agit précisément, la question, c'est de savoir, oui, mais est-ce que c'est vraiment un tel qui a tué un autre? Et est-ce qu'un tel, lorsqu'il a tué un autre, si on arrive à établir cela, est-ce que cette personne était responsable de ses actes?
Et c'est bien précisément parce que comme la question est ouverte, qu'il peut y avoir un conflit, en fait d'interprétation avec d'une part des experts humains qui vont vous dire bon, on a plutôt tendance à penser que la personne est coupable, et des ordinateurs qui vont vous dire on a plutôt tendance à penser que la personne n'est pas coupable. Donc c'est précisément ça la difficulté. Si on savait, si on pouvait avoir un livre auquel on pouvait se référer qui nous disait la vérité du monde, on n'aurait pas tous ces problèmes-là qui apparaissent en termes de l'autorité relative des êtres humains par rapport aux intelligences artificielles. Bon, on vient d'avoir la réponse. Monsieur Sadin est un philosophe, voire Thinkerview, qui écrit beaucoup sur les déviances de l'IA. Ah bon, bah super. Comme on ne le connaît pas, on répondra à la question la semaine prochaine. Mais je vais le lire. Voilà. Merci beaucoup pour la référence. Merci François Bertin. Donc une autre question, pour passer d'un régime à l'autre, pourquoi on ne demanderait pas à des instances ou via une forme de référendum, pensez-vous qu'on va subir cette dérive sans aucun débat ? Alors, moi, je souhaite, et une des raisons pour lesquelles je suis là, alors la première, c'est pour partager du savoir avec vous et vous faire part, en fait, des dernières recherches en termes de théorie sociale par rapport à un sujet technologique qui est l'IA. La deuxième raison, c'est parce que je ne peux pas m'empêcher d'être un citoyen en même temps qu'un chercheur, de la même manière que vous ne pouvez pas, sans doute, vous empêcher d'être aussi tout un tas d'autres choses en plus que membre de l'audience. Et effectivement, oui, il faut des débats. Après, est-ce que ces débats ont lieu ? Ben, pas complètement, et puis de manière assez asymétrique. Il y a énormément de discussions autour de l'intelligence artificielle qui sont organisées par les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon organisent des tas de discussions, notamment avec des experts, certaines auxquelles j'ai eu l'honneur de pouvoir être invité, mais qui sont des discussions qui restent quand même privées. Ça reste privé au sens où ce n'est pas le grand public, ce n'est pas encore l'Assemblée nationale qui s'est emparée de ces discussions-là. J'aurais tendance à penser que oui, si on est sérieux par rapport au fait de vivre en démocratie, il faut qu'on puisse se poser ces questions-là. Et se les poser, ça va être à plusieurs niveaux. Ça peut être par rapport aux lois qui vont réguler l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi d'un point de vue culturel. Nous, en tant que personnes, le jour où on apprend que le voisin a été vilipendé par une IA, le jour où on apprend que le voisin, en fait, est critiqué par une IA, à qui est-ce qu'on va faire confiance ? Est-ce qu'on va faire confiance au voisin ou est-ce qu'on va faire confiance à l'intelligence artificielle ? Donc, il y a plusieurs niveaux auxquels, effectivement, une discussion est nécessaire. Il y a des niveaux législatifs, mais il y a aussi, certainement très important, le niveau culturel, interpersonnel. Qu'est-ce qu'on en fait, de ces classifications amenées par l'IA ? Est-ce qu'on continue à préserver l'autorité des êtres humains ou est-ce que, graduellement, on accepte que les IA sont, pour certaines choses, plus intelligentes que nous ? Très bien. Alors, une autre question. Super très clair, très synthétique, sujet brûlant. Quel est le risque d'introduction de tels mécanismes dans les processus de vote démocratique ? Bon, je pense qu'on va parler un peu là. Bah oui, un des risques, ce serait en fait, mais ça a commencé déjà à exister. Vous aviez pendant la première campagne de Trump, donc la campagne d'il y a 4 ans, les gens voyaient apparaître sur Facebook, ah bah voilà, vous mettez vos enfants à telle école. Si vous votez en fait pour tel grand électeur, si vous votez pour Trump, eh bien justement cette école où vous mettez vos enfants aura plus de subventions. Donc ça commence, et là le choix en fait de discerner dans toute la big data de Facebook, le fait de pouvoir discerner que telle personne est en lien avec une autre personne qui est sa fille et qu'ils sont tous les deux en lien avec l'école, parce que l'école fait partie du groupe des élèves de l'école. Ça, c'est le genre de travaux pour lesquels les IA sont particulièrement bien équipés. Donc, là, on est en train de parler de quel régime de justification ? Là, on parle du premier régime, le régime du nudging. Donc, en ce qui concerne le nudging, ça existe déjà. En ce qui concerne le nudging, on est tous déjà en train de se faire nudger par des candidats politiques. J'ai pris l'exemple républicain, ça aurait aussi bien pu être l'exemple démocrate. Là, pour la peine, il n'y a pas vraiment de ligne de fracture nette entre les partis, à ma connaissance. Donc ça, c'est par rapport au régime du nudging. Par rapport au deuxième régime, on n'y est pas encore. Je ne serais pas si surpris si dans les 5 années qui venaient, il y avait, par exemple, des journalistes s'amusaient à lancer à travers des intelligences artificielles, les programmes politiques des candidats, et puis les programmes qui semblent, par exemple, d'une part les plus faisables, et d'autre part ceux qui vont le mieux correspondre à telle ou telle personne.
en fonction, on pourrait même imaginer un système où vous, en fait, vous renseignez, ou alors même le système auto-renseigne par Big Data le type de personne virtuelle que vous êtes via Facebook, et qui pourrait vous dire, voilà, il y a 80 chances pour que tel parti politique corresponde le mieux à votre situation, 70% de chances pour que ce soit tel autre parti qui corresponde bien aussi, ou ça correspond avec un score de 70% et ainsi de suite. Donc ça, en fait, ce sont effectivement, je pense que le terrain politique, ça va être aussi un des terrains sur lesquels il va y avoir cette bataille de l'IA et qui touche notamment à la question de l'autorité des êtres humains et qui touche à la question de quelles sont les justifications qu'on est prêt à accepter dans une discussion publique. Très bien. Notre question, de nombreuses initiatives en Europe, aux États-Unis, visant l'explicabilité des algos d'inférence, visant une IA de confiance basée sur des processus d'audit, données pour l'apprentissage, biais, etc., pour passer au mode régime 3. Il faudra que ces IA soient auditables. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'elles soient auditables. Mon principal souci aujourd'hui, c'est que je ne vois pas comment. Aujourd'hui, on a quelques exemples d'IA qui arrivent à expliquer pourquoi elles ont fait telle catégorisation plutôt que telle autre. Mais c'est sur des sujets très simples. Il y a un chien qui est sur du gazon et l'IA va vous expliquer pourquoi c'est un chien plutôt qu'un cheval, à cause de la taille, par exemple, par rapport au grain d'herbe. Le problème, alors il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il s'agit ici d'argumentations qui sont très simples. Là, les arguments dont je parle, c'est des arguments normatifs. Lorsque un patient, par exemple, est très malade, mais qu'une opération pourrait le sauver, mais que l'opération risque en même temps de faire beaucoup souffrir ce patient, vous voyez bien que c'est de la question de l'art du médecin. C'est la relation en fait humaine entre le médecin et le patient qui est en jeu. Il s'agit là en fait de prise donc et de justification qui se prête beaucoup moins facilement à ce qu'une IA est capable de faire en 2021 pour ce que j'en sais. Et donc à ma connaissance, les IA en 2021 ne sont pas capables de faire ce genre de catégorisation. Ensuite, donc du coup, vous m'avez dit tiens, mais il faudrait qu'elles soient auditables. La réponse c'est oui, mais mon problème c'est que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas auditables. Et donc du coup, mon souci, c'est par rapport à une société dans laquelle on doit faire avec, dans laquelle on profite d'IA qui ne sont pas auditables. Elles amènent beaucoup de choses. Elles permettent en fait des catégorisations très rapides, le plus souvent justes, mais jamais justifiables. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? Est-ce qu'on est capable de rester conscient des limites de l'intervention de ces IA? Est-ce que le Deep Machine Learning pourra un jour anticiper nos besoins et envies et diriger notre avenir à partir de données issues de notre passé? Alors ça, c'est une excellente question, mais ça correspond au fantasme, si vous voulez, du machine learning. Il y avait Monsieur Cardon qui avait écrit un joli petit livre qui s'appelait « À quoi rêvent les algorithmes ?» Et donc, si vous voulez approfondir cette question, c'est vraiment un bon point d'entrée. Oui, effectivement, le fantasme derrière le machine learning, c'est de pouvoir prévenir nos moindres besoins avant même qu'on en soit conscient nous-mêmes. Imaginez un peu comme le valet parfait, Perfect Butler, le valet parfait qui va prévenir vos besoins avant même que vous n'en soyez conscient. Et vous avez raison de dire sur la base de traces passées. Alors, il y a des limites à ça. La première limite, c'est que ce qu'on veut soi-même, c'est pas toujours si clair que ça. Si vous y réfléchissez, qu'est-ce que je veux vraiment? Tiens, j'ai envie de manger un sandwich. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de manger un sandwich? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger? Donc, il y a ça, c'est la première difficulté. Alors oui, dans les faits, ce qui se passe, c'est que sur la base de traces du passé, dans une situation précise où vous êtes derrière votre écran, en train de vous dire qu'est-ce que je vais commander à manger pour midi, vous avez déjà faim et vous avez déjà commencé à aller regarder sur les restaurants chinois qui livrent à Grenoble. Alors oui, dans ce cadre-là, effectivement, ça marche très bien, ça marche vraiment pas mal, la recommandation automatique. Mais mettez-moi dans un autre contexte. Mettez-moi dans un contexte où, par exemple, j'entends de la musique indienne et peut-être que j'aurai envie de manger chez l'Indien, dans un restaurant, de commander, en fait, de la nourriture indienne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le deep machine learning se fonde sur le passé. Donc, du coup, il suppose que les gens ne sont pas capables d'être créatifs et de changer d'avis, de réfléchir et de créativement changer d'avis. Et ça suppose un contexte particulier dans lequel l'usager est en train d'opérer. Et ce contexte ne tient pas tout le temps. Et donc ça, ce sont aussi les limites du fantasme du deep machine learning que vous avez bien décrit dans cette question.
Alors, je veux passer des questions notamment sur les statistiques. Alors, je rappelle que la semaine prochaine, on aura une présentation sur les biais statistiques. Et donc, je pense, là, évidemment, on l'a fait exprès, hein, qu'il y a une relation entre la présentation d'aujourd'hui d'Ismaël et la semaine prochaine de Thomas Burger sur les biais statistiques. Parce que là, je veux aussi passer des questions de problématiques qu'on peut avoir, notamment là, une question de Philippe Laporte. On a les mêmes problèmes déjà avec les statistiques. Bon. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de problèmes communs avec les statistiques, ne serait-ce que parce qu'à la base, le Deep Machine Learning suppose les mêmes types de croyances. Il faut avoir un peu le même type de croyances par rapport à la métaphysique sociale quand on fait du Deep Machine Learning et quand on essaye de faire, par exemple, de la régression, de l'analyse de régression sur la base de statistiques. Alors, une question assez longue. Là. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, ça s'appelle la question, ça c'est remerciement auquel on s'associe. Vous l'avez peut-être déjà brièvement évoqué, dit, mais si l'on prend le cas dans lequel le choix et la place de l'IA se retrouvent au même niveau que ceux d'un médecin ou d'un ingénieur, il n'y a pas un risque d'accorder à une IA le statut de personne? Et dans ce cas, on rentrerait dans quelque chose de très abstrait, puisqu'il faudrait redéfinir la personne. Pensez-vous que cela arrivera un jour? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, il y a une réponse très rapide et une réponse un peu plus longue. La réponse très rapide, c'est que l'IA est déjà une personne. En tout cas, si on s'en tient à la législation européenne, il y a effectivement, alors il y a des travaux, alors je ne sais pas exactement à quel stade de maturation ils en sont, mais il y a des travaux qui visent à effectivement tenter de donner un statut de personne à l'intelligence artificielle. Mais là, il faut être précis, et il faut rester conscient que ce qu'on appelle une personne dans le droit, c'est quelque chose de très limité en fait. C'est la question juste de la responsabilité. La raison pour laquelle les différents lobbies qui produisent des IA préfèrent que ce soit l'IA qui soit une personne, c'est que ça permet de déresponsabiliser les agents, les acteurs, les organisations qui auront produit cette IA. Parce que du coup, ce ne sont pas eux qui sont responsables de l'accident lié à la catégorisation de l'IA, mais c'est l'IA elle-même qui est responsable de l'accident et personne d'autre. C'est pareil avec les entreprises. Les entreprises sont des personnes fictionnelles, sont des personnes morales, ce qui veut dire concrètement que le dirigeant ne va pas aller en prison. Que le dirigeant, en fait, l'entreprise va faire faillite, mais certainement pas les personnes qui possèdent les actions. Donc, en fait, c'est des mécanismes de déresponsabilisation. On parle là de l'irresponsabilité artificielle. Oui, un des mécanismes juridiques par lesquels on peut effectivement déresponsabiliser les organisations qui utilisent des IA, c'est en donnant un statut de personne à l'IA. Alors ça, c'est la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est par rapport au oui, d'accord, mais par personne, on ne veut pas dire une personne juridique. Par personne, on veut dire une personne au sens philosophique. Alors ça, ce sont des travaux notamment de Margaret Archer dans les 4 livres que a développé le Centre d'ontologie sociale. Ça, c'est une des questions en fait qu'elle aborde de manière assez intéressante. Parce que elle, ce qu'elle va dire, c'est ce qui est constitutif d'une personne, ce qui fait qu'on est une personne, c'est le fait qu'on ait une first person perspective, une perspective de première personne. Je vois le monde à travers une certaine perspective, qui n'est pas la même que celle de Thibaut, qui n'est pas la même que celle de Julien en régie, et ainsi de suite. Je vois le monde à partir d'une certaine perspective et je suis conscient que le monde tel que je le vois, c'est pas le monde tel qu'il est, mais c'est le monde à travers ma perspective. C'est ça qui est constitutif, selon des philosophes comme Rudolin Baker et comme Margaret Archer, de la personnalité. Archer, elle rajoute aussi 2 autres choses. Le fait d'avoir des soucis et le fait de pouvoir, ou des choses auxquelles on tient, et le fait de pouvoir réfléchir aux choses auxquelles on tient et de réfléchir aux soucis qu'on a. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'elle existe en 2021, à ma connaissance, n'est pas capable de ça. Elle n'a pas une perspective de première personne. Elle ne se dit pas, tiens, je vois le monde d'une certaine manière qui est différente, etc. Elle n'a pas des soucis qu'elle développe elle-même et elle n'a pas de capacité à réfléchir sur ses propres soucis. Est-ce qu'en théorie, on pourrait imaginer des intelligences artificielles qui soient capables de ces 3 caractérisants ou ces 3 attributs fondamentaux de la personnalité? Alors, la réponse que Margaret Archer amène est positive. Elle dit oui, il n'y a absolument aucune raison philosophique pour laquelle une machine ne pourrait pas, notamment au contact d'êtres humains, développer un sens de first-person perspective et développer aussi des concerns, c'est-à-dire des choses auxquelles elle est attachée, qui lui importent et autour desquelles elle réfléchit. Très bien, donc on va prendre encore 1 ou 2 questions. Là, je vois le chat est très très actif et ça discute même, ça propose des références ou autres. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est voilà. ça. C'est pour ça qu'on est là. Une des raisons pour laquelle on continue les Midi Minatech, mais en mode un petit peu
des rejets hybrides. Qu'est-ce que vous proposez pour la formation de nos étudiants et étudiantes dans le domaine de l'IA pour que ces questions éthiques et même déontologiques soient considérées? Alors ça, c'est une excellente question. J'ai envie de dire, alors c'est pas ma spécialité, hein, mais j'ai envie de dire, il y a deux choses que je conseillerais. La première, c'est que tous les étudiants aient fait eux-mêmes un petit programme d'IA, parce que ça permet en fait de démystifier, ça permet d'éviter en fait la fascination, et ça permet d'éviter de projeter nos propres fantasmes dans l'IA, et ça permet du coup d'être lucide par rapport à ce que l'IA peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, et de comprendre les principes selon lesquels elles opèrent. Donc je pense que ça, ce serait la première chose que je ferais. La deuxième chose que je ferais, et c'est fondamental, c'est de donner des cours d'éthique aux élèves, quelle que soit la filière. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet ensuite d'avoir une réflexion sur ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de mettre en place. Pour éthique pour les ingénieurs, mais éthique aussi pour les médecins, éthique pour les commerciaux, éthique pour les personnes qui font de la comptabilité. Parce que les personnes qui font de la comptabilité vont avoir de plus en plus souvent affaire à des systèmes d'intelligence artificielle. Et au fur et à mesure que ces personnes-là prendront de la responsabilité, il faudra qu'elles soient capables de savoir à quel moment on débranche l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas une question technique. À quel moment on débranche l'intelligence artificielle? Ça, c'est une question éthique. Voilà, une autre question. L'IA peut-elle dépasser les frontières et proposer des solutions collégiales pour répondre aux problèmes d'écologie? Alors, une IA verte, en fait, en quelque sorte. Pardon? Une IA verte. Une IA verte, oui, où on pourrait aussi bien imaginer une IA très sombre et pour laquelle effectivement la survie de la planète finalement c'est pas vraiment un problème. Donc là, je n'ai pas assez d'éléments pour amener une réponse satisfaisante. Si, il y a un élément quand même de réponse que je peux amener, c'est que précisément si ma réflexion sur les régimes de justification est correcte, si ces régimes de justification sont appelés à prendre de l'ampleur, alors ça va sans doute se passer de manière internationale. Et donc, on peut s'attendre effectivement à ce que de plus en plus, les décisions prises ou les suggestions faites par des intelligences artificielles soient discutées entre différentes nations lorsqu'elles sont en train de négocier, par exemple, des quotas carbone, par exemple, lorsqu'elles sont en train de négocier les contributions, en fait, leurs contributions respectives. Donc, je m'attendrais effectivement à ce que les résultats des analyses de l'IA soient pris en considération de plus en plus, que ça pèse sur la discussion. Après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les IA auront tendance à être plutôt vertes ou est-ce qu'elles auront tendance, au contraire, à être plutôt ultra-industrialistes? Là, je pense que ça va vraiment dépendre des exemples qui sont donnés à l'IA, des questions qui sont posées aussi, des questions qu'on se pose à partir de ce qu'on fait faire à l'algorithme de l'IA. Et donc, je serais vraiment pas étonné de voir peut-être même des combats d'IA, on pourrait imaginer des sociétés pétrolières qui vont vous montrer l'intelligence artificielle à l'appui que finalement, on peut continuer d'extraire des pétroles fossiles. Et puis en face, des IA de groupes écologiques qui vont tenter de montrer l'inverse. Très bien. Alors, pour finir, moi, j'ai une question qui peut rassembler aussi des questions que j'ai vues passer. Une question, en fait, sur les auteurs autrices de science-fiction, par exemple. Donc, on peut penser à Isaac Asimov ou même moi, personnellement, je suis un grand fan de Gene Roddenberry, Star Trek, où il imagine, donc, dans un cas, des robots pour Isaac Asimov et pour Star Trek, en fait, différents peuples, races, et notamment les Vulcains. Donc, la vie est fondée, ou la société est fondée sur la logique, où toutes les décisions sont prises sur des bases de logique, et donc on pourrait imaginer d'informatique avancée, enfin d'intelligence comme ça, pas artificielle, mais en tout cas algorithmique et mathématique. Et d'un autre côté, les humains, où c'est un peu plus irrationnel ou autre. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces travaux d'auteurs de science-fiction ou même de la science-fiction pour nous éclairer ou nous aider à réfléchir à tout ça? Alors voilà, par exemple, on parle de... Je pense qu'ils sont fondamentaux. Je pense que les travaux... Alors déjà, la plupart des ingénieurs et des programmeurs que je connais aiment bien la science-fiction. Moi aussi, j'adore Gibson, j'adore Asimov. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a ce que le sociologue Anthony Giddens appelait une double herméneutique. C'est-à-dire que les auteurs de science-fiction imaginent quelque chose, mais ensuite les ingénieurs du MIT ou de Central ou peu importe, ou d'ici, voilà, de Minatech, vont lire Asimov et puis ça entre dans l'imaginaire. Donc il y a cette boucle en fait de double herméneutique. Donc ça c'est sûr qu'il y a de ça. Après, ce qui est intéressant, et ça c'est un des sujets dont on avait discuté au Centre d'ontologie sociale, c'est la question de la robophobie et de la robophilie. Et donc quand on lit Asimov par exemple, eh ben c'est très robophile.
Asimov, en fait, justement, vous montre des personnages qui sont robophobes, mais vous montre aussi que ce n'était pas justifié. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui fassent de la recherche en sciences sociales par rapport aux machines, par rapport à ce que font les machines, parce que c'est ce qui nous permet d'éviter de colporter des fantasmes, d'éviter en fait de tomber dans le fantasme de la robophobie. Donc j'ai envie de dire, la science-fiction c'est génial, ça inspire, et puis c'est chouette en soi, c'est un bien en soi. Après, il faut quand même se méfier, il faut quand même faire attention à essayer de distinguer entre ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la logique romanesque, et ce qui relève de la réalité technologique telle qu'elle existe aujourd'hui, et ce qui relève de la possibilité sociologique. Tout à fait. Bon, c'est tellement passionnant là que Oui, on a bah, encore merci. une minute. Je monte sur scène, voilà, pour signifier qu'on va bientôt arrêter, et surtout pour prendre une dernière question. Alors, ces dernières questions, un humain qui délègue sciemment une décision à une deep machine learning, exemple, voilà, conduire, Ouais. est-ce qu'il est responsable, est-il responsable de l'avoir fait? Alors, avoir fait, Ça, je de pense que l'avoir c'est une autorisé ou question autre. pour nos collègues juristes. C'est dommage qu'il n'y ait pas un prof de droit dans la salle. Mais alors, il y a l'angle juridique. Après, il y a aussi l'angle éthique. Et après, en gros, ça revient à poser la question effectivement de l'autonomie de l'IA. Donc, par exemple, si je prends un marteau et que j'utilise ce marteau pour taper sur la tête de quelqu'un, on va dire que c'est moi qui suis responsable, c'est pas le marteau. Avec l'IA, la différence, c'est que l'IA, c'est un marteau qui va décider en fait s'il doit vous taper ou non. Vous voyez, donc c'est ça en fait cette difficulté, c'est que l'IA effectivement a un niveau d'autonomie tel que il n'y a pas de relation de causalité directement traçable entre le fait d'avoir eu recours à l'IA et le fait ensuite que l'IA ait suggéré en fait tout un tas de cours d'action compliqués. Donc je pense que ça c'est une vraie question philosophique. C'est une question qui mérite vraiment d'être élaborée. Et je pense qu'au cœur de cette question, il y a effectivement la question de l'autonomie. Au sens vraiment qu'elle a la capacité à se donner son propre cours d'action, si ce n'est ses propres normes, mais au moins son propre cours d'action qui vient de l'IA. Et puis après, la deuxième question, évidemment, on peut dire, tiens, par analogie peut-être avec un animal. Si vous avez un animal et que vous savez que cet animal est potentiellement dangereux, vous êtes responsable de protéger cet animal. De protéger les gens de cet animal. Une dernière remarque qui est très importante, c'est que moi, j'ai suivi en fait beaucoup de discussions d'acteurs privés autour de l'intelligence artificielle et je leur ai souvent posé la question. Je leur ai dit oui, d'accord, vous créez cette intelligence artificielle dans un cadre que vous maîtrisez et qui est un cadre qui est éthiquement défendable, mais si quelqu'un venait et réutilisait votre code de programmation pour faire du mal avec cette IA, est-ce que vous accepteriez la responsabilité d'avoir créé ce code ? Et jusqu'à présent, pas une seule personne m'a dit oui, j'accepterai la responsabilité d'avoir créé ce code, même s'il est détourné de son usage initial. Donc, je pense que c'est effectivement une question qui va se poser et c'est une question pour laquelle il est difficile de répondre, d'une part parce qu'on n'a pas toute la réflexion philosophique, mais ensuite parce que les intérêts privés qui créent de l'intelligence artificielle ont un grand intérêt à ce que la réponse soit vous n'êtes pas responsable, c'est l'IA qui est responsable, c'est l'IA qui est une personne, c'est l'IA qui a commis le crime, ce n'est pas vous, monsieur. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus, puis ça ouvre aussi des perspectives pour un prochain Midi Minatech sur ces aspects-là, parce que bien évidemment, malheureusement, on peut pas tout traiter, faute de temps, puis aussi de réponses. En tout cas, merci encore une fois, Ismaël, pour ces présentations très claires. Là, je lis de nombreux, et on les parcourra, messages de remerciements dans le chat, Merci auxquels beaucoup. on s'associe. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition des Midi Minatech à distance, qui est consultable, comme je vous le rappelle, sur notre chaîne je ne vais pas les citer, mais quand même YouTube, voilà, tout le monde comprendra. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation de Thomas Burger, qui nous parlera des biais statistiques. Merci, bon week-end et portez-vous bien. Merci, au revoir.